et on va pouvoir y aller. Donc pour aujourd'hui, les intervenants, donc comme je le disais, en premier lieu, donc on a Mathieu Mouret, de l'entreprise Pigment. Donc je te laisse te présenter, Mathieu, s'il te plaît. Ouais, bonjour à tous. Merci Amélie et Jennifer pour cette petite session qu'on va passer ensemble. Donc, je m'appelle Mathieu, je suis Finance Manager chez Pigment. C'est une aventure que j'ai rejoint début 2022, donc c'est bientôt 2 ans, avec pour mission de construire des systèmes financiers qui allaient répondre aux ambitions fortes de croissance de Pigment. Et j'ai rejoint l'équipe à un moment où c'était la création de l'équipe finance. Voilà. Et avant ça, je faisais du CFO part-time chez Smash Group, où j'accompagnais déjà des startups et PME sur la construction de leur fonction finance. Trop bien, merci Mathieu. Pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Jennifer Cadoret, je suis ce qu'on appelle donc Customer Success Manager chez Spendesk. Donc mon rôle c'est d'accompagner nos clients sur Spendesk, m'assurer que leur utilisation se passe bien, qu'ils sont satisfaits. Et je suis chez Spendesk depuis 3 ans et demi maintenant. Et je laisse également Amélie se présenter qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Moi, je suis Amélie. Je suis aussi Customer Success Manager chez Spendesk. Mon rôle, c'est comme Jennifer, m'assurer que du coup tous les utilisateurs dont on s'occupe soient satisfaits. Et donc notre travail au quotidien, c'est de répondre à leurs questions et les aider à résoudre leurs problématiques via l'utilisation de Spendesk. Top. Donc pour la suite, donc comme on l'a dit, si jamais certains nous ont rejoints en cours de route, donc c'est une conférence en ligne, donc on va échanger avec Mathieu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on pourra y répondre à la fin et vraiment et voilà, s'assurer que vous avez toutes les réponses à vos questions. Et l'agenda du jour, donc on va avoir toute une première partie sur la présentation de Pigment et leur utilisation de Spendesk et notamment de la partie carte physique. Ensuite, Amélie vous présentera comment utiliser au mieux nos cartes physiques Spendesk. Et enfin, on fera un partage de bonnes pratiques avec Mathieu également. Donc, pour commencer, je te laisse passer la slide, Amélie, s'il te plaît. Donc on va voilà, tout d'abord commencer pour remettre un peu de contexte sur l'entreprise Pigment. Donc Mathieu, je te laisse prendre la main pour nous dire un petit peu combien de personnes sont chez Pigment, depuis quand ça a été créé, comment vous êtes organisés, etc. Mais malheureusement, je crois que Mathieu a un petit problème de connexion. Donc, on va attendre quelques secondes qu'il se reconnecte. Ce sont les aléas du direct, évidemment. Donc, désolée pour ça. Bon. Ce que je propose sinon, c'est que, et connaissant très bien l'entreprise Pigment et les ayant moi-même accompagnés dès leur début sur Spendesk, je vais prendre la main et puis on va attendre que Mathieu puisse se reconnecter dès que possible. Donc en fait, voilà, Pigment, c'est une entreprise qui a été créée en 2019, dont le but est d'aider en fait les équipes financières dans leur quotidien. Nous-mêmes, chez Spendesk, on a été un des premiers clients, un des premiers précurseurs de leur outil. Aujourd'hui, ils sont plus de 300 employés, donc ça a beaucoup grossi. Ils ont notamment fait une importante levée de fonds sur l'année, donc ce qui va leur permettre d'autant plus développer leur plateforme. Et ils sont présents donc en France, qui est le siège social. Mathieu, tu es de retour. Ouais, ça arrive toujours au meilleur moment. Du coup, j'ai l'impression que tu étais en train de présenter Pigment. Et voilà, je te laisse reprendre. J'ai commencé avec mes petites connaissances, mais je te laisse reprendre la main. Ok. Bon, pour présenter la solution, Pigment, on développe un outil SaaS de business planning à destination des équipes finance, sales et RH.
Donc, c'est une plateforme SaaS qui permet de réunir au même endroit la data de l'entreprise, les process et les people, avec objectif de planifier et prendre des décisions en fonction de tous les éléments qui peuvent changer dans le business. Donc, c'est un outil qui se veut flexible, intuitif et intégré. Et pour donner j'imagine qu'on a une audience principalement de financiers aujourd'hui. Donc, pour donner un use case très concret sur Pigment, on peut modéliser et intégrer sa stack FP&A. Donc, on aura son budget, son business plan qui sont modélisés sur Pigment et qui permet après de faire des scénarios financiers à l'infini et surtout de mettre à jour, d'actualiser la donnée en temps réel avec la donnée business. Ça a été fondé en 2019 par Romain Nicoli, qui était l'ancien CTO cofondateur de Criteo, et Léonore Crespo, qui était VC chez Index, qui avaient tous les deux vécu évidemment tous ces sujets de business planning et de les pains que ça représente pour une équipe finance et les équipes business de mettre à jour en permanence de la donnée pour prendre les meilleures décisions. Et ils ont créé donc Pigment en 2019. On a levé un peu plus de 250 millions de dollars avec des investisseurs spécialisés dans le SaaS B2B, comme Meritech, IVP ou Iconic. Et je crois que c'est ce que tu étais en train de dire. Aujourd'hui, on a un peu plus de 300 salariés répartis entre Paris, Londres, New York et Toronto, avec du coup ces derniers mois, les North America, cette région qui devient de plus en plus importante pour nous, avec aujourd'hui pas encore la moitié, mais quasiment 90 personnes entre les États-Unis et le Canada. Voilà. C'est super, merci Mathieu, et hâte de voir la suite et de voir comment Pigment évolue dans les prochaines années. Petite question juste avant de passer à la suite, comment est-ce que vous êtes organisé en interne? On est d'accord que c'est par département, vous avez par exemple un département commercial, marketing, finance, etc. C'est bien ça, hein? C'est exactement ça, et c'est d'un point de vue financier, ce qu'on va appeler les cost centers chez nous, Ouais. et qui ont une importance notamment dans la manière dont on configure Spendesk pour pouvoir faire une comptabilité analytique par fonction et par team. Ouais. Super. Et ensuite, si on se focalise un petit peu plus sur la partie organisation de l'équipe finance, je te laisse nous dire comment ça s'est fait. Pour les participants, vous verrez à l'écran en fait qu'on a souligné comment c'était organisé au début, donc notamment quand Mathieu a rejoint Pigment, et comment c'est aujourd'hui, parce qu'on voit que ça a quand même bien évolué. Donc, je te laisse reprendre la main ici. Ouais. Donc effectivement, à la création de l'équipe, on était 3. La Head of Finance, Chloé, la FP&A Manager, Tuvi, et puis moi. Et au début, à 3, l'objectif, c'était de construire une stack finance qui permet d'absorber la phase de croissance qu'on a connue jusqu'à maintenant. Et l'équipe, maintenant, s'est étoffée. On est 10 personnes. Répartis sur 3 gros pôles, la partie FP&A, qui évidemment tourne à 100% sur Pigment, et la partie accounting, qui a besoin de gérer les différentes entités physiques qu'on a dans les différentes géographies. Et donc, mon scope qui est Finance Operation, qui est comment on maintient et on met en place des systèmes financiers qui permettent de scaler. Ok, super. Eh ben, très bien pour ça. Je ne crois pas avoir d'autres questions, moi, de mon côté, mais pour ceux qui nous écoutent, si jamais aussi vous avez des questions sur ce sujet pour Mathieu à la fin, n'hésitez pas à les poser, on pourra les prendre à la fin. Si on passe à la slide suivante. Donc l'idée maintenant, c'est de faire le lien un petit peu entre Pigment et Spendesk. Donc ici, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous fonctionniez chez Pigment avant Spendesk pour toute la gestion des dépenses, et comment ça s'est fait après? Ouais. Avant, en fait, c'était assez artisanal, comme tout début de boîte, avec
la gestion de comptabilité qui se fait beaucoup par boîte mail, réception de factures et puis traitement manuel. Et après, l'objectif, ça a été de mettre quelque chose en place d'un peu plus robuste. Et Spendesk, ça a été un des premiers outils qu'on a mis en place à mon arrivée et qui aujourd'hui nous permet d'avoir une manière d'opérer les dépenses. En fait, on a positionné Spendesk comme le centre névralgique de la dépense. Et ça, on le duplique dans toutes nos entités pour pouvoir après consolider tout ça. OK. Et par rapport à la comptabilité, donc comment ça se passe? Est-ce que, c'est une comptabilité qui est, toujours externalisée dans chaque pays avec un cabinet dédié? Comment ça se passe, là-dessus? Ouais, on a des cabinets externalisés, donc Mmh. en France, un au UK, un aux US, un au Canada. D'accord. Et puis on doit faire aussi de la consolidation IFRS par-dessus. Et puis on a une équipe interne de comptabilité qui est amenée à s'étoffer et qui petit à petit récupérera le scope comptable en interne. Mais pour l'instant, on fonctionne avec des partenaires externes pour la comptabilité. Ouais. D'accord. Et ces partenaires externes-là, ils ont un accès direct, à Spendesk pour pouvoir exporter les données, les importer dans les logiciels, comptables dédiés, c'est ça? Ouais, absolument. Ils OK. ont accès à Spendesk. Pour la plupart, ils ont un rôle dès l'entrée des factures dans Spendesk. Mmh. En fait, ils font tout le process de compta fournisseur dans Spendesk. Ils viennent catégoriser la dépense, mettre tout l'analytique et puis attribuer les dépenses à leur plan comptable dès Spendesk. Et ensuite, il y a des connexions avec les différents outils comptables qu'ils utilisent, qui ne sont OK. pas les mêmes d'ailleurs d'un pays à l'autre, mais il y a une unité dans l'utilisation de Spendesk. Ça marche et juste pour rappel, peut-être pour préciser aux participants, quels sont les logiciels qui sont utilisés dans chaque pays? Alors en France, ils utilisent Cegid. OK. Au UK, ils utilisent Xero. Mmh. US, ils utilisent QuickBooks. Et au OK. Canada, on utilise aussi QuickBooks, mais pas la même version. Donc, on a D'accord. une grande diversité d'outils comptables. OK, ça marche. Bon mais c'est vrai qu'effectivement, on avait fait, tout un travail ensemble avec les cabinets dédiés pour pouvoir les former, leur donner accès à Spendesk, que malgré, comme tu dis, le fait que les logiciels soient distincts et ben, que tout le monde puisse accéder à la donnée et que, pour vous, au sein de l'équipe finance, vous ayez accès à tout. Bah, merci beaucoup pour ces explications. J'espère que c'était, clair, pour nos participants. Si on passe à la suite, est-ce que, tu peux nous expliquer, premièrement, comment, se fait l'utilisation, de Spendesk, au quotidien avec les différentes, fonctionnalités? Ouais. En fait, la façon dont je vois les choses sur l'utilisation des moyens de paiement et des features sur Spendesk, c'est que en fait, il y a une gradation en fonction des avantages et des inconvénients que chaque mode de paiement représente. Et donc, nous, on a monté nos process et nos règles en fonction de ça, avec 3 objectifs principaux. Le premier, c'est récupérer toutes les infos pour la compta. L'objectif, ça reste toujours de faire une clôture comptable mensuelle le plus rapidement et le plus aisément possible. Et pour ça, si on n'a pas besoin d'aller chercher des justificatifs, d'aller comprendre quelle était la dépense, c'est mieux. Et Spendesk permet en grande partie de faire ça. Le deuxième objectif, c'est d'avoir le bon niveau de contrôle et de décentralisation. Et donc, pareil, les différents moyens de paiement n'ont pas tous les mêmes avantages par rapport à ça. Et ensuite, il faut que l'expérience elle soit le plus agréable possible pour tout le monde, pour le comptable, pour la finance, et surtout pour les collaborateurs qui se déplacent et qui ont des dépenses à engager. Mmh. Et du coup, là-dessus, la gradation, c'est que la note de frais, évidemment, c'est extrêmement flexible, mais on sait tous que la note de frais, c'est pas incroyable parce qu'on demande aux collaborateurs d'avancer de l'argent pour l'entreprise. Donc, on essaye de la limiter au maximum. En revanche, elle a un gros avantage, c'est qu'un collaborateur il est obligé de fournir son justificatif pour se faire rembourser. Bien sûr.
Donc, on utilise la note de frais chez nous pour les personnes qui n'ont pas de carte et qui voyagent de manière assez épisodique. Ok, Ensuite, la carte physique, on l'utilise pour ceux qui voyagent beaucoup et on essaie de d'accord. la limiter vraiment à ces use cases-là parce que le problème de la carte physique, c'est que la dépense a lieu, elle est engagée par pigment et ensuite, je pense que tous ceux qui ont fait un peu de compta et de finance ici connaissent la galère d'aller chercher les justifs manquants. Et avec une carte physique, il est trop tard, la dépense elle est faite, et après c'est la guerre pour aller chercher les justifs. Donc on peut évidemment améliorer tout ça avec des règles. Et on essaye de limiter ça chez nous à des cas très spécifiques de gens qui voyagent beaucoup. Ok, ça marche. On reviendra dessus juste après. On peut finir sur les fonctionnalités qui sont utilisées au quotidien et puis après on pourra revenir là-dessus. Et donc après il y a la partie carte virtuelle aussi donc que vous utilisez Mathieu. Ouais. Ouais, on l'utilise beaucoup. Moi, franchement, c'est la feature que je préfère, la carte virtuelle. Ok, Elle est géniale parce que je trouve que c'est flexible et c'est plutôt facile à utiliser pour le collaborateur. Mhm. La seule chose, c'est qu'il doit connaître précisément son vendor et le montant qu'il veut dépenser. Mais en revanche, au moment de la demande, on peut mettre le bon niveau de contrôle et d'approbation de son manager ou de plusieurs niveaux si on veut. Et on catégorise la dépense au moment de la demande. Donc, Mhm. d'un point de vue finance, c'est parfait, la carte virtuelle. Moi, j'essaye de mettre le plus de use case dessus. On met notamment tous les paiements de SaaS qu'on peut payer par carte, on les met par carte virtuelle. D'accord. Et en fait, tout ce qu'on ne peut pas payer par carte virtuelle, j'essaye de le mettre sur carte virtuelle. Ok. Donc, le marketing l'utilise beaucoup aussi. Mhm. Et, le IT manager l'utilise beaucoup aussi pour acheter ses équipements. D'accord. Et est-ce que ça peut être utilisé de manière plus épisodique pour des collaborateurs qui ont des besoins ponctuels d'un achat, de quelque chose? Ça peut être utilisé aussi de cette façon-là? Ouais, ça peut concrètement être utilisé par n'importe qui chez Pigment qui a une dépense déjà identifiée Ouais. et qui va faire une demande qui sera ensuite approuvée par le business owner de son cost center et qui ensuite pourra faire la dépense. Ok, super, merci pour ces explications. Et la dernière partie, donc les factures fournisseurs qui sont évidemment un gros sujet aussi que vous avez centralisé chez Spendesk sur toutes les entités. Hein. Ouais, donc la manière dont on fonctionne là-dessus, c'est que on récupère l'ensemble des factures fournisseurs sur une boîte mail qui est connectée à l'OCR de Spendesk, donc qui va remonter dans l'entrée du pipeline de Spendesk, je dirais. Et là, il y a un traitement comptable qui est fait par le comptable fournisseur qui va préparer la facture et le paiement. Et ensuite, il y a différents niveaux d'approbation jusqu'à un paiement qui va être réalisé par moi. Ok, très clair. Merci à nouveau pour ces précisions. Et si on se refocalise un petit peu sur la partie carte physique, donc tu disais effectivement que c'est dédié surtout aux personnes qui voyagent beaucoup. Finalement, qui chez Pigment ou quel type de population a accès à ces cartes? Si tu peux nous en dire plus là-dessus. Ouais. Évidemment, nous, ceux qui voyagent le plus, c'est pour des raisons business, donc pour aller voir des prospects ou des clients. Donc, chez nous, le haut de l'équipe, on appelle ça les fonctions go-to-market, donc dans lequel on va retrouver toutes les équipes sales. D'accord. On a des CSM aussi qui ont pas mal besoin de se déplacer, qui vont avoir des cartes, mais c'est pas automatique. Ok. Et ensuite, évidemment, les office managers qui ont des dépenses assez régulières de consommables pour les bureaux. Voilà. Et la leadership team, évidemment, en fait, la particularité chez Pigment, c'est qu'on est quand même répartis dans 4 pays et on a pas mal de managers et de leaders qui ont des équipes qui sont réparties sur plusieurs pays. Donc, évidemment, ils voyagent plus que la moyenne pour aller rencontrer leurs équipes.
Ouais, évidemment, très bien. Et si jamais, il y a des collaborateurs, qui n'ont pas encore de carte physique, mais qui commencent à avoir des besoins particuliers, là, comment c'est traité? Est-ce que c'est à la demande? C'est au cas par cas? Comment est-ce que tu vois les choses, toi, là-dessus, Mathieu? Ouais, nous, on essaye de faire au cas par cas. Mmh. Ça, à part les acomptes exécutives qui vont, s'ils demandent une carte, ils vont l'avoir sans trop de check. Mmh. Comme je disais, nous, on essaye de réduire au minimum la carte physique parce que il y a des avantages aux autres moyens de paiement qu'on ne Mmh. retrouve pas sur la carte physique. Mais et voilà, une fois si le besoin est réel, eh ben, on émet une carte physique. OK, très bien. Et donc, tu précisais aussi que, comme on l'avait noté, sur la slide, qu'il y avait, la notion, pour les déplacements, mais également, pour certains managers pour pouvoir, payer, des ce qu'on appelle, voilà, des événements un peu de team building avec, leurs équipes de manière ponctuelle, c'est ça? Ouais, exactement. OK. Et ben, très clair là-dessus et autre question qui me vient, comment, se passe, lorsqu'il y a un nouveau collaborateur, est-ce qu'il est automatiquement ajouté sur Spendesk? Comment se passe un petit peu son onboarding, à ce niveau-là? Euh, Ouais, il est ajouté sur Spendesk automatiquement. C'est-à-dire que du coup, on a les 300 personnes chez Pigment qui sont sur Spendesk OK. et ça se fait la semaine de l'onboarding. Il reçoit une invitation à rejoindre Spendesk. OK. Et pour entrer dans les détails techniques, on a de la connexion. euh, on a bloqué tous les modes de connexion à part le SAML SSO. Oui. Qui permet de pas avoir, c'est-à-dire que une fois que nous on a mis le collaborateur sur Spendesk, il a un compte, tout est fait, et il a juste besoin de se connecter. Il n'a pas Mmh. besoin de faire un onboarding sur l'outil spécifique. Super. Mais ça c'est très important aussi, voilà, pour des raisons de sécurité. Effectivement, c'est une option qu'on peut mettre en place, et c'est super aussi, d'ajouter, chaque nouveau collaborateur directement sur Spence pour que la personne puisse avoir accès aux cartes virtuelles, comme on le disait, les notes de frais et puis, si jamais cette personne se déplace, beaucoup, à un moment donné, de pouvoir avoir, potentiellement accès à une carte physique. Super, merci encore, pour, tous ces détails, Mathieu. Si on passe à la suite pour avoir un petit peu, toi, le bilan, de ton utilisation, donc c'est des choses dont on avait déjà discuté, en amont, mais si tu peux, ouais, nous dire, maintenant ça fait, je sais plus quand est-ce qu'on avait commencé ensemble, mais je dirais 1 an et demi, à peu près, déjà. Est-ce que, tu peux dire, de ton utilisation, aujourd'hui? Ouais. Ouais, je pense qu'on avait fait l'intégration ensemble il y a 1 an et demi, en effet. Ouais. Donc avant ça, on utilisait Revolut. On a des cartes virtuelles et physiques sur Revolut. Et, euh, et tous les outils SaaS étaient payés par plein de cartes différentes sans trop de, comment dire, de règles et de standardisation dans tout ça. Donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est de récupérer la liste de tous les outils qui étaient payés par différents moyens de paiement et de switcher avec des cartes virtuelles. J'aime beaucoup aussi le fait de pouvoir voir sur Spendesk tous les engagements qu'on a Mmh. au niveau des abonnements et d'avoir la main s'il faut augmenter, diminuer ou voir bloquer un outil. On a juste à bloquer une carte, donc ça donne une vue assez exhaustive de tous les outils qu'on a. Et d'ailleurs, on s'en est servi par exemple pour budgéter 2024. OK. C'est un des endroits où tu as la liste quasiment la plus exhaustive de tous les outils qu'on utilise. Super, ouais, donc Euh, là-dessus, un vrai gain de visibilité, tu trouves, sur cette partie, abonnement et cetera, grâce à Spendesk? Ouais, oui, tout à fait. En fait, ça te permet, d'un point de vue de l'équipe finance, d'avoir une vue à un seul endroit de tous les outils que tu utilises, des personnes qui ont fait les cartes. Mmh. Si jamais il y a un changement d'ailleurs de owner d'un outil, on peut juste changer le nom de la carte. Il n'y a pas besoin de créer une nouvelle carte. Donc ça, c'est assez facile d'utilisation. Ouais. OK, génial, top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Migration des notes de frais.
Ouais, avant les notes de frais, on les avait sur notre SIRH. Nous, on utilise iBob. Et on avait construit un peu un process custom sur iBob qui avait pas mal de défauts concrètement. Et donc, pareil, on a migré tout le monde sur Spendesk. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tout le monde est mis automatiquement sur Spendesk. Mhm. Et parfois, il y a des gens qui sont sur Spendesk. Il y a des gens qui sont probablement sur Spendesk depuis 2 ans et qui l'ont jamais utilisé. Mais si jamais il devait avoir une note de frais, il la ferait sur Spendesk. Super. Pour la partie facture, on en a déjà parlé. C'est toutes les factures fournisseurs qui remontent sur Spendesk. Mhm. Concrètement, c'est l'outil de pré-compta qui récupère l'ensemble des factures fournisseurs. Donc, peu importe le moyen de paiement, peu importe si elles ont été payées via Spendesk d'ailleurs, elles remontent sur Spendesk pour générer ensuite le livre d'achat en compta. Tout à fait. Et là-dessus, il me semble, on en avait discuté, Mathieu, mais que tu utilises aussi la fonctionnalité de paiement des factures directement depuis Spendesk pour les factures qui sont dans la devise de chaque compte, mais que tu attends impatiemment la possibilité de pouvoir payer en devise étrangère les factures aussi. Hein, c'est bien ça. Ouais, absolument. On utilise le wallet, par exemple sur la France, on utilise le wallet euro. Ouais. Donc on paye toutes nos factures en euros depuis Spendesk. Et donc là, on a un process qui est vraiment canon, dans lequel tout se passe sur Spendesk et on a la ségrégation des tâches qui est parfaite. En revanche, ouais, sur les devises, on est obligé de sortir de Spendesk, de générer des fichiers CSV qui sont pas toujours ultra bien acceptés par les autres interfaces bancaires. Et donc là, il y a encore un petit peu quelques pain points dans le process. Donc, en effet, on attend les wallets en devises étrangères qui vont bientôt arriver, c'est ça. Ouais, exactement. Pour nos participants, en fait, on pourra vous en reparler, mais on est en pleine construction, enfin finalisation de la construction de notre propre système bancaire parce qu'on a obtenu notre propre licence bancaire. Et donc, on va migrer tous nos clients, donc vous tous, sur ce nouveau système. Et ça, une des fonctionnalités phares qui sont prévues sera la possibilité donc de pouvoir payer des factures en devises étrangères directement depuis l'outil, en plus de fonctionnalités comme Apple Pay, Google Pay pour les personnes qui se déplacent. Merci Mathieu pour la précision. Et puis ensuite, il y avait la notion de décentralisation des schémas de validation par rapport au cost center que vous avez, hein, c'est ça? Ouais, oui, et donc ça, on avait travaillé tous les deux il y a 1 an et demi. Je crois que c'est ce qui demande le plus de réflexion en amont au moment où on implémente Spendesk. Et ça demande d'avoir une structure assez précise de faire. Et nous, on a une table de mapping analytique, c'est-à-dire que nous, on suit notre comptabilité selon un axe analytique qui est par cost center, donc par équipe. Et en fait, c'est ce qui régit, c'est la colonne vertébrale de tout ce qu'on fait en finance. Et l'objectif, c'était évidemment que ça, on puisse le retranscrire dans les paramétrages de Spendesk. Et de cette colonne vertébrale dépend beaucoup de choses, notamment la décentralisation de la validation, puisque chaque cost center a des sous-équipes. Dans les sous-équipes, il y a des managers. Et on a défini des règles pour que nous, on est assez fan de l'approbation quand même assez systématique, parce que les choses vont tellement vite aussi chez Pigment que ça permet à tout le monde d'avoir de l'information et par exemple un manager sache ce que dépense sa team, ça paraît assez important. Donc ouais, il y a toujours un niveau d'approbation d'un business owner chez nous dans nos flows de validation. Super. Et après, il y avait la partie, on l'a rapidement mentionné plus tôt, mais la création de règles sur Spendesk qui permet d'avoir un faible taux de justificatifs manquants aujourd'hui, hein, c'est bien ça? Ouais. Ça, ouais, je suis très content de ce qu'on a réussi à faire chez Pigment, c'est-à-dire qu'on a très très peu de justificatifs manquants. Donc je dirais que c'est évidemment lié à ce qu'on a mis en place sur Spendesk.
mais c'est aussi de la rigueur dans les process et dans le fait Bien sûr. on a une clôture mensuelle chez nous, donc on ne laisse jamais rien traîner. C'est-à-dire qu'un justificatif, il faut qu'il soit là dans le mois. Et s'il n'y a pas de justificatif, il faut qu'il y ait une très très bonne raison. Et en fait, du coup, on se retrouve pas en fin d'année avec une liste immense de justificatifs manquants qui évidemment ont été perdus dans les poches, dans les poubelles et dans les machines à laver. Et voilà. Donc ça, c'est à la fois les outils et à la fois les process qui permettent ça. Ouais. Et évidemment, et je préciserais même des process et puis aussi de la rigueur des collaborateurs et sûrement des sujets aussi d'éducation en interne pour s'assurer voilà, que chacun est bien responsable à ce niveau-là. Et donc, ce que tu disais effectivement, c'est que vous avez une clôture mensuelle et que vous réussissez à tenir cet objectif de la clôture comptable à J+7, hein, c'est ça? Oui, absolument. Et ça passe par... en fait, la Spendesk, concrètement, ça permet de faire la gestion de la dépense. Et en fait, c'est dans une clôture comptable, on a des sujets, je dirais, qui sont beaucoup plus importants que ça. Donc, l'objectif de la gestion de la dépense, c'est qu'elle soit la plus efficace possible pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Et notamment, nous, les sujets qui sont importants, c'est plus les cut-offs au niveau du revenu. Et puis ensuite, passer un peu plus de temps dans l'analyse de marge, etc. Bien sûr. L'objectif, c'est que toute la partie dépenses et puis justificatif et puis lettrage bancaire soit le plus rapide possible en fait, quoi. Donc on n'attend pas J+7 pour avoir fini cette partie-là, justement. Ouais. C'est même avant qu'on a fini tout ça, quoi. OK, et bah, très clair, merci, merci Mathieu. Et un des derniers points qu'on avait vu ensemble qui était, bah, comme tu le disais plus tôt aussi, très important. Un des objectifs pour vous, chez Pigment, c'était l'adoption, de tous les utilisateurs, de tous les collaborateurs de Spendesk, que l'outil leur plaise, aussi. Ouais, tout à fait. Et là-dessus, ouais, on a écrit, y compris les usagers US, parce que c'est vrai que moi j'étais curieux de savoir comment allaient réagir nos collaborateurs américains qui ont souvent connu pas mal d'autres boîtes avant et beaucoup d'autres systèmes. Et je me demandais comment ils allaient recevoir cette solution Frenchy. Et franchement, on n'a jamais eu de remarques négatives sur l'utilisation des cartes ou de la partie note de frais qui, concrètement, sur iBob, elle était painful avant. Et on avait pas mal de retours dessus. Et là, maintenant, je crois que c'est assez intuitif, en fait, pour tout le monde. Super, bah, c'est vrai que ça, c'est souvent une des forces de l'outil qui nous est remontée, la simplicité de prise en main et d'utilisation pour tous les collaborateurs. Et ben merci beaucoup Mathieu pour toutes ces explications. On va laisser la parole rapidement à Amélie qui va vous montrer à tous ce qu'on recommande, ce que vous pouvez faire en termes de paramétrage. Et puis on reviendra rapidement avec Mathieu pour qu'il vous partage quelques bonnes pratiques à la fin. À tout de suite. Bonjour à tous et merci Jennifer et Mathieu. Effectivement, là, je voulais refaire un point sur l'utilisation des cartes, vous remontrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire sur Spendesk via cette fonctionnalité. L'idée, c'est de vous remontrer pour ceux peut-être qui nous écoutent, qui ont peut-être pas encore commandé beaucoup de cartes ou qui ne sont pas encore à l'aise avec tous les paramètres, c'est de vous remontrer un petit peu toute la flexibilité qu'offrent les cartes aujourd'hui sur Spendesk. Le premier point sur lequel nous souhaitions insister, c'est un petit peu tous les paramétrages sur chaque carte physique que vous commandez. En fait, il est possible du coup d'automatiser des réglages pour que vous puissiez mieux contrôler les dépenses qui seront faites sur cette carte. Donc, par exemple, vous avez la possibilité d'éditer un budget. Ça, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité du coup d'activer ou de désactiver certaines autorisations, comme par exemple le retrait d'espèces. Vous avez aussi la possibilité d'allouer des jours et des horaires d'usage pour la carte, ce qui vous aide du coup à limiter les plages horaires et mieux limiter les dépenses, par exemple le week-end. Et enfin, grâce aux codes qui sont remontés des terminaux de paiement lorsque vous faites des dépenses via la carte, il est possible de stopper ou non l'achat en fonction du coup de la catégorie du coup de dépenses qui est en train d'être effectuée. Donc par exemple, on a déjà accompagné des utilisateurs qui sont
peut-être pas forcément dans le même secteur d'activité que Pigment, mais qui, par exemple, une entreprise de chauffeurs routiers qui limite du coup des catégories de dépenses à certains scopes, comme par exemple les péages, parce que les utilisateurs des cartes ne sont censés que faire ces dépenses. Donc c'est juste pour vous montrer qu'en fait, il est possible de restreindre l'usage de la carte physique, même si par défaut, c'est un moyen de paiement qui est rapide, puisque comme on le disait tout à l'heure, dès que vous faites l'achat, il est constaté tout de suite. Mais vous pouvez quand même paramétrer des choses pour garder un minimum de contrôle sur ces cartes. Le deuxième point, c'est que peut-être certains d'entre vous n'ont pas doté tous les collaborateurs de cartes physiques. Et comme on insistait dessus tout à l'heure, je trouvais ça pas mal de vous remontrer un petit peu ce qu'il était possible de faire lorsque vous n'aviez pas de carte physique et que vous ne souhaitiez pas passer par la note de frais. Parce que c'est vrai que la note de frais, quand le collaborateur avance lui-même ses dépenses pour l'entreprise, ça peut être important et moins agréable. Donc on voulait vous montrer comment faire concrètement lorsque vous souhaitez utiliser une carte virtuelle lorsque vous disposez pas de carte physique. En fait, c'est très simple. Le collaborateur de votre équipe va faire une demande sur Spendesk. Donc là, vous voyez à l'écran le type de formulaire qui doit être renseigné pour avoir accès aux moyens de paiement. Donc la demande se fait en un clic. Effectivement, il faut avoir une idée du montant de la dépense en amont. Vous renseignez un certain nombre d'informations. Et ensuite, la demande passe par une approbation directement par le manager. Donc effectivement, tout ça, c'est paramétrable en amont avec la personne qui vous aide à configurer le compte. Et une fois que du coup la demande est approuvée, la carte virtuelle est générée sur Spendesk. Il existe plusieurs types de cartes virtuelles sur Spendesk. La carte virtuelle ponctuelle, qui au moment de sa génération est utilisable pendant 1 mois. Celle-ci vous permet de faire plein d'achats ponctuels directement. Vous avez aussi une carte virtuelle récurrente, comme on le disait tout à l'heure, par exemple pour gérer des abonnements. C'est une carte qui va avoir une durée de vie de 4 ans et qui pourra être utilisée pour plusieurs débits au cours du temps. Pour vous donner 2 exemples, par exemple, une carte virtuelle ponctuelle peut être utilisée, par exemple, pour réserver, acheter du matériel de bureau, par exemple. C'est un achat ponctuel, on n'a pas besoin que la carte vive plus longtemps qu'1 mois, par exemple. Et pour vous donner un autre exemple de carte virtuelle récurrente, ça peut être, par exemple, un abonnement LinkedIn d'un commercial qui va avoir un débit, par exemple, tous les mois. Juste pour que vous puissiez avoir un petit peu des idées. N'hésitez pas à partager aussi comment vous les utilisez dans le chat. Super chouette de mettre en commun un petit peu l'utilisation de chacun. Sachez que les demandes de cartes virtuelles, vous pouvez aussi les faire sur l'application mobile. Donc c'est vraiment très, très simple pour un demandeur d'avoir accès à une demande. Un autre point sur lequel on souhaitait insister, c'est comment vous pouvez faire pour recharger votre carte physique. En fait, le montant des cartes physiques, vous avez 2 leviers un petit peu pour le paramétrer. Vous avez ce qu'on appelle un top-up, un rechargement ponctuel que vous pouvez faire sur la carte. Là, c'est par exemple dans le cas où en fait votre collaborateur, il a besoin de faire un achat en plus. Par exemple, il va avoir un voyage professionnel, il a juste besoin ponctuellement pendant le mois de novembre, par exemple, besoin d'un plafond un petit peu plus important sur sa carte. Donc vous pouvez faire une demande de top-up directement. L'utilisateur peut même le faire lui-même et anticiper son voyage. Vous pouvez aussi du coup paramétrer un budget mensuel, et ça c'est un budget qui du coup à chaque mois il va se réinitialiser au montant que vous le souhaitez. Donc par exemple 150 €. Et ça veut dire qu'au premier jour ouvré de chaque mois, peu importe ce qui a été effectué pendant le mois précédent, il y a un plafond de dépenses qui est de 150 € et généré de nouveau. C'est intéressant de savoir que vous pouvez l'utiliser ensemble, je trouve, parce que, par exemple, en fait, vous allez avoir peut-être besoin d'avoir toujours un plafond disponible sur la carte, parce que c'est une carte qui vit. Par exemple, si je reprends l'exemple d'un commercial, il a besoin de faire des dépenses directement sur le terrain régulièrement. Donc, pour pas avoir cette charge mentale, vous pouvez directement paramétrer un budget mensuel. Vous pouvez aussi, du coup, demander un top-up ponctuel, par exemple, pour un voyage, et les 2 sont cumulables. Donc, c'est intéressant de le savoir. N'hésitez pas à consulter nos articles de Foire aux questions si vous avez plus de questions à ce sujet. Vous trouverez pas mal de ressources dessus.
Et enfin, je voulais vous parler des budgets. Alors, on en a un petit peu déjà parlé dans une autre conférence du Spendesk Live qui a eu lieu hier. Les budgets, on en a parlé avec notre utilisateur qui s'appelle Magnolia. Comme on le disait tout à l'heure, toutes les conférences vous seront envoyées en replay à la fin de l'événement Spendesk Live. Vous pourrez la reconsulter. Mais c'est intéressant de savoir que selon le paiement par carte que vous allez faire sur Spendesk, le budget va peut-être pas être impacté de la même manière si vous utilisez cette option-là directement sur Spendesk. En fait, donc comme on le disait tout à l'heure, par exemple, sur la carte physique, c'est un paiement qui passe tout de suite. Donc, il n'y a pas cette notion d'entre-deux. L'impact sur le budget de votre centre de coût se fera tout de suite. Mais par contre, lorsque vous utilisez les cartes virtuelles, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous avez une vision de ce qui est, de ce que nous on appelle un budget engagé, c'est-à-dire un budget qui a été validé par le manager après la demande, directement, mais qui n'a pas encore été utilisé ou l'argent en fait n'a pas encore quitté le compte Spendesk. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, vous pouvez anticiper, ce qui va, passer, sur le compte Spendesk et avoir une vision budgétaire, beaucoup plus claire, de cet entre-deux. Comme ça, vous pouvez mieux vous piloter, vous pouvez aussi mieux responsabiliser vos managers ils acceptent en fait une demande de carte virtuelle, ils voient l'impact sur le budget et ce que ça peut générer. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité qui est très intéressante et qui est aussi liée aux cartes et que vous pouvez, du coup, utiliser. Voilà pour la partie, le rappel un petit peu sur les paramétrages, des cartes. Je vous repasse la main du coup pour, un petit peu, partager les bonnes pratiques sur ce que vous avez mis en place, dans l'utilisation des cartes. Merci beaucoup Amélie. Donc effectivement pour finir sur la slide suivante, Mathieu, je te laisse nous partager les conseils dont tu nous avais parlé qui te semblent importants pour réussir la mise en place et le maintien de la solution Spendesk. On l'a évoqué déjà. Je pense que le plus important, c'est que les outils, c'est une partie, mais que les process qu'il y a derrière et la manière dont on documente ces process est super importante. Donc, c'est ce qu'on a fait sur Spendesk en mappant les flows que ça allait générer et s'assurer avec toutes les équipes que tout le monde était satisfait de ces flows-là. Et ensuite faire des retours d'expérience concrètement. Donc, je crois qu'on l'avait fait avec Spendesk, d'utiliser un petit groupe au début pour utiliser la solution et voir si ça fonctionne ou si on a oublié des choses dans nos paramétrages et dans la manière dont on a pensé la solution et les process. Ça, je pense que c'est important de bien mapper en amont, en fait, de ne pas se lancer tête baissée dans l'implémentation de la solution. Et après, le conseil numéro 2, je t'avoue que je ne sais plus exactement ce qu'on voulait dire, si ce n'est que peut-être que nous, on revoit assez souvent nos process, et comme le business évolue assez vite aussi, notamment on a ouvert des nouveaux pays, on vend à de nouveaux types de clients. Donc, évidemment, tout ça, ça impacte la manière dont on reporte, la manière dont on fait la compta. Ouais. Et par exemple, une des choses qu'on a fait récemment sur Spendesk, c'est d'ajouter un niveau d'analytique. Oui. Où on a rajouté manuellement quelque chose qu'on a appelé expense subcatégorie, qui nous permet d'avoir un peu plus de finesse après dans nos reporting, notamment sur les dépenses de voyage, de déplacement des personnes. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait une boîte noire de frais de déplacement et on a besoin de savoir si c'était pour un événement marketing, pour aller voir un prospect, Bien sûr. si c'était pour une réunion d'équipe. Et donc, on a rajouté un niveau d'analytique sur Spendesk. Ok, super. Merci beaucoup Mathieu pour ton temps et toutes tes explications. Je propose de passer à la partie questions. Donc on a eu tout à l'heure une question qui disait: les factures sont-elles une fois importées dans votre logiciel comptable retraité? Par exemple, est-ce que le numéro de facture est-il correctement importé?
Il me semble que tout est bon là-dessus, Mathieu, puisqu'on l'avait vu ensemble, mais je te laisse préciser peut-être si tu as d'autres choses à... Ouais, oui, tout est bien importé dans les logiciels comptables et normalement, il n'y a pas besoin de retraitement. Mhm. Le seul cas où je vois un retraitement, c'est si jamais il y a ce qui peut nous arriver chez nous, par exemple, c'est une facture qui concerne l'entité US et qui, pour une raison mystérieuse, s'est retrouvée dans la compta française parce qu'elle n'a pas été bien routée au début. Ok. Parfois, elle peut suivre un flot d'approbation complet sur la France et du coup, il va falloir la write-off directement dans le logiciel comptable. Mhm. Un des exemples que j'ai où il va falloir retraiter ce qui s'est passé sur Spendesk directement dans les grands livres comptables. Mais autrement, notamment les numéros de facture, les descriptions et tous les montants sont bien importés. Ouais. Ok, super. Et on a une deuxième question de quelqu'un qui nous dit donc eux sont plutôt carte physique, mais car ils maîtrisent moins la partie carte virtuelle et qui demandent donc sur une carte physique, il est possible sur une carte virtuelle, il est possible par exemple pour l'informaticien de lui créer une CB avec un montant de 1 000 € qu'il pourrait utiliser pour différents frais ou cela doit être ciblé vers un fournisseur récurrent. Là, l'objectif, nous, ce qu'on va recommander et ce que toi, Mathieu, tu as pu mettre en place pour toute la partie abonnement, c'est vraiment de créer, par exemple, une carte virtuelle récurrente dédiée à un fournisseur en particulier. Donc, si vous avez un abonnement chez Microsoft, vous allez créer une carte virtuelle dédiée à Microsoft que votre informaticien pourrait gérer. Si vous avez un autre abonnement, par exemple, pour les publicités sur Google, bah, ce serait une deuxième carte virtuelle. Donc vraiment, ce qui vous permettrait, comme le soulignait Mathieu tout à l'heure, d'avoir cette visibilité et cette exhaustivité sur toutes vos dépenses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser directement. Bah, on a une nouvelle question. Est-ce que l'analytique est également bien importée dans le logiciel comptable, Mathieu ? Oui, il l'est et c'est même le plus important presque pour nous. Parce que le comptable, il va tenir à jour sa comptabilité sociale avec son plan comptable général. Mais nous, la donnée qui nous intéresse, elle est analytique et le grand livre, nos besoins de reporting se font sur... on construit nos reportings sur des grands livres analytiques. Donc, Ok. le grand avantage de Spendesk, c'est de pouvoir poser en analytique dès le début, quoi. Super, génial. Bah, j'espère que ça répond à votre question. On a encore quelques minutes devant nous, donc n'hésitez pas si vous voulez en poser d'autres. Pour rappel, comme on l'a dit plusieurs fois, de toute façon, la session a été enregistrée, donc elle vous sera envoyée par mail pour avoir accès au replay. Si vous avez d'autres questions après ça, bah, vous n'hésitez pas. Avec l'ensemble de l'équipe Spendesk, on est toujours disponible. Et une dernière question qui est excellente et je vais prendre la main là-dessus. Une facture concernant plusieurs axes analytiques, comment est-elle traitée ? C'est une très bonne question parce qu'on parle de la fonctionnalité de ventilation analytique et effectivement c'est normal que vous soyez comme vous dites bloqué à ce niveau pour l'instant puisque c'est une fonctionnalité qui n'était pas encore disponible mais qui a été développée, qui est en cours de finalisation chez nous. Je fais moi-même partie de ce qu'on appelle la petite équipe qui a travaillé dessus avec nos équipes produits et de développement. Donc en fait, ça arrive très bientôt. Cette fonctionnalité a été en bêta chez plusieurs clients chez nous-mêmes et elle devrait sortir normalement d'ici la fin de semaine prochaine. Donc on vous tiendra au courant, mais c'est vraiment ça arrive très vite. Et en fait, vous aurez la possibilité, par exemple, si vous avez une facture de 1 000 € que vous devez ventiler, par exemple 500 € sur le centre de coût commercial, 500 € sur le centre de coût marketing, vous aurez la possibilité désormais de le faire dans la partie préparation comptable sur Spendesk et vous pourrez également avoir cette granularité-là sur des axes analytiques supplémentaires, donc que ce soit des catégories de dépenses ou toute autre analytique que vous avez pu mettre en place. Donc voilà, encore un petit peu de patience, normalement quelques jours, mais ça arrive très bientôt.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, ravie de vous avoir aidé. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, merci à tous pour votre participation, votre écoute, vos questions, et puis un grand merci Mathieu pour tout ce partage et toutes les informations que tu as pu nous donner aujourd'hui. Merci à toutes les deux. À très Merci bientôt. à tous. Au revoir.